Des formes d'art érotique qui ont existé dans toutes les civilisations, c'est que l'art érotique, puisqu'Alain vient de parler du trouble, de la sensibilité, de tout ce qui se passe lorsqu'il y a une approche charnelle qui se joue, et qui dans la pornographie n'existe pas, dans l'érotisme oui, et où la répétition mécanique qui peut être mise en œuvre de part et d'autre, parce que après tout, quand des êtres humains, des animaux s'accouplent, les jeux peuvent être très variés, mais enfin sont quand même pris dans des contraintes techniques, il y a des choses qu'on peut, sauf quand on est un yogi. Lydia m'a raconté l'autre jour d'un yogi qui arrivait à se faire une autofellation. Bon, mais tout le monde ne peut pas se faire une autofellation. Tout le monde en rêve. Mais... Tout le monde en rêve. Ce serait très complet. Mais enfin, ça c'était à propos de la répétition. C'est vrai que c'est un... Mais sur Priap, on aura l'occasion de...
Quelle était son utilité? Tu veux que je te dise? Ta question, elle est très marrante. Horace y répond presque en français en disant « Mais ce Dieu-là, il est fait en un, je cite, inutile lignum, en un bois inutile. » Déjà, il y a un problème avec Priape parce qu'il vaut rien. Il est taillé dans le bois le moins cher, le bois des pauvres, qui est le bois de figuier. Alors le bois de figuier, le figuier, c'est la nourriture du figuier, c'est le pain du pauvre. Le bois, c'est le bois du pauvre parce que ça brûle très vite, c'est rien du tout. Alors ce qui est marrant, parce que j'avais dit que Priape était le fils de Dionysos et d'Aphrodite, mais il est quelquefois aussi le fils d'un âne. Et il a des liens très privilégiés avec l'âne, parce que dans toute la Méditerranée, l'âne, on le montre tout le temps en train de bander, il est tout le temps en érection. Mais l'âne, c'est quoi? C'est le cheval du pauvre. Alors quand tu demandes quelle est l'utilité de Priape, non, Priape, les textes disent, tu prends les textes, les poèmes grecs et latins, ils disent que sa fonction, c'est d'être dans un jardin et de faire deux choses dans ce jardin, un jardin ou un potager, des légumes, des fruits, et il doit faire quoi, le jardin? Il doit à la fois favoriser sa fécondité, pense-t-on, puisqu'il est tout le temps en érection, mais il doit aussi protéger ce petit carré, soit quand il y a des voleurs, des maraudeurs, des gens qui passent, ou alors même des oiseaux qui viendraient picorer les fruits, etc. Et que raconte le poème dédié à Priape à la fin? Il dit, ça n'a pas marché, ce Dieu est inefficace, il ne sert à rien, il ne protège même pas bien son petit morceau de terrain. Bon. Donc tu poses la question de l'utilité, c'est un problème quand même.
mistress mine, where are you roaming? Oh, stay and hear your true love's coming, that can sing both high and low. Trip no further, pretty sweeting, journey's end in lovers' meeting, every wise man's son doth know. What is love? 'Tis not hereafter. Present mirth hath present laughter. What's to come is still unsure. In delay there lies no plenty. Then come kiss me, sweet and 20. Youth a stuff will not endure, not endure. Mistress mine, where are you roaming? Alors, ce qui est très marrant dans les séminaires universitaires, je ne sais pas comment vous réagissez ici, il est arrivé plusieurs fois de raconter au fond les malheurs de Priam, puisqu'il est tout le temps en érection, il n'éjacule jamais, enfin il n'y a rien qui fonctionne. Un peu comme dit Aristote, je dis ça avant, je ne sais pas si tu l'avais enregistré, qu'il ne faut pas que ce soit un membre qui soit toujours dans la même position, autrement ça ne fonctionne pas. Moi, ce qui est extraordinaire, c'est quand je termine mes topos quand même assez savants et tout, alors il y a toujours une ou deux ou trois femmes, archéologues, philologues, ils me disent « Mais pourquoi est-ce que tu maltraites à ce point ce Dieu ? Est-ce que vraiment il ne sert à rien ? Est-ce que vraiment il est si inutile que ça ?» Alors, moi je me barricade derrière les textes grecs et romains, je dis, et puis il y a autre chose, parce qu'Alain posait la question, est-ce que ça pourrait être un livre d'histoire de l'art ?
ça peut être un livre d'histoire de l'art. Il y a juste un problème. C'est que Priape, dès sa naissance, est décrit dans les textes comme mal fichu, mal foutu. C'est un dieu mal né. Pourquoi? Parce que c'est un bébé en érection. Et quand on regarde le vocabulaire grec qui le définit, qui dit comment il est mal foutu, et qui dit qu'il est en grec amorphos, c'est-à-dire qu'il est avec l'alpha privatif, il n'a pas de forme, ou plutôt qu'il n'a pas de bonne forme. Sa vraie caractéristique est la laideur en plus, donc il ne sert à rien. Son bois est inutile, il brûle trop vite, mais en plus il est vilain, il est laid. Alors bon, le mot amorphos, puisqu'on fait du grec, alors autant dire que c'est assez simple, parce que en grec, morphé, qui veut dire la forme, ça ne veut pas dire la forme, ça veut dire la beauté, comme en latin, forma. Et en français, on a encore la trace de ça dans le mot difforme. Quand tu dis que quelqu'un est difforme, c'est pas qu'il n'a pas de forme, c'est qu'il est laid. Parce que pour les anciens, la beauté, c'est la forme. Eh bien, Priape, il fout la merde. Il n'a pas la forme qu'il faut. Il n'a pas la forme qu'il faut. Et donc, pour un bouquin d'histoire de l'art, le problème, c'est que les images qu'on a de Priape, d'abord, les Priapes, je dirais les plus traditionnels qui ont dû exister, ils n'existent plus, puisqu'ils sont en bois et le bois pourri. Alors, on a des figures en pierre, on a des figures en terre cuite, mais c'est un petit bonhomme avec un sexe beaucoup trop grand, disproportionné, et qui en effet n'est pas beau. Alors, la question, en termes d'histoire de l'art, qui se pose, c'est à quoi ça leur sert les Grecs, à quoi ça leur sert les Romains, pour qui le corps humain, d'une part, et le corps d'un dieu encore plus, se caractérise par sa beauté, d'avoir un dieu qui n'est pas beau, qui est laid. Une espèce de dieu qui tire la langue à tous les autres dieux. En attendant, il tire son sexe aussi.
Music, music for a while, shall all your cares beguile, shall all, shall all your cares beguile. Wondering how your pains were eased, and disdaining to be pleased, till Alecto free the dead, till Alecto free the dead from their eternal bands, till the snakes drop, 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 drop from her head, and the whip from out her hand. Music, music for a while, shall all your cares beguile, all, shall all your cares beguile, all, shall all your cares beguile. C'est à l'occasion d'une conférence à l'espace photographique Contre-Type de Bruxelles, où m'avait entraîné Alain Fleischer, que j'ai découvert le travail photographique de Lydia Flem. Alain m'avait dit « On inaugure là-bas une exposition qui risque de t'intéresser, et j'aimerais te la montrer ». C'est ainsi que je me retrouvais face aux photographies en couleur d'une écrivaine dont je ne connaissais que peu de choses. J'avais lu son livre, Comment j'ai vidé la maison de mes parents,
et j'avais le souvenir d'un Casanova dont, à l'occasion d'un compte-rendu dans la presse, je m'étais promis l'acquisition, résolution restée longtemps lettre morte. De nombreux écrivains se sont illustrés dans l'histoire de la photographie. De Lewis Carroll à Denis Roche, en passant par Claude Simon ou Hervé Guibert, les liens entre littérature et photographie, contrairement à ceux de la peinture, ont souvent été harmonieux, l'image venant prolonger le mot ou le complétant pour en fortifier le sens. Au premier regard, il en est de même chez Lydia Flem. L'ensemble de l'exposition dégageait une forme de simplicité, presque de sérénité. Dans chaque image voisinaient et se juxtaposaient, à vue d'œil, comme à portée de main, des objets du quotidien, souvent de manière insolite et ludique. Un double décimètre, des cartes à jouer, une paire de ciseaux, une lampe, des jumelles, des pommes, une montre. Cela ressemblait à un inventaire. Pourtant, on ne vidait rien, on ne collectait rien, on n'évaluait rien. Les photographies de Lydia Flem s'offraient comme un assemblage mystérieux, un rébus surréaliste. À y regarder de plus près, cependant, on sentait sourde peu à peu une vague inquiétude. Des légendes sous chaque image révélaient un sens caché. Je suis au bord du néant. Vous êtes entré dans le labyrinthe des agitations vaines. Le temps bégayait. Comment dire ce qui ne pouvait être dit ? Une seconde lecture s'imposait. Avec évidence, la photographie apparaissait comme une nécessité, un ultime recours. Plus tard, beaucoup plus tard, Lydia Flem me montra d'autres images. Des clés de chambre d'hôtel, celles d'un vieux palace à Sils Maria. Elle les avait photographiées sur un échiquier, avec leurs numéros et leurs chaînes, comme des innocents aux chiffres tatoués sur leur peau de métal. Lettre d'amour en héritage avait paru. On y apprenait que sa mère, une ancienne déportée, avait elle aussi un numéro sur le bras. La nature morte aux échecs se muait en métaphore. Dans le même temps, ces images questionnaient sans réponse. Elles signifiaient simplement que le souvenir était toujours là, dans les choses mêmes, enfoui, mais présent. Voilà pourquoi les photographies de Lydia Flem font œuvre. Elle invente des images pour transformer la réalité. Comme dans ses romans, elle invite à passer de l'autre côté de soi. Dans ses photographies, elle affirme que, portées à leurs limites, les images, plus que les mots, peuvent parfois exprimer le non-dit des émotions. Lydia Flem autobiographie le réel. Lorsque le visuel saisit le vif, la vie en effet, soudain, peut ressurgir et perdurer. Drôle, c'est que ce que je vous raconte là, je ne l'invente pas, ce sont les textes d'il y a 2000 ans qui le racontent. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans déjà, il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi ce Dieu-là, qui est quand même le fils de Dionysos et d'Aphrodite, à la fois pourquoi il n'est pas plus noble que ça ? Alors, une des réponses classiques qu'on peut faire à la question de Jean-Luc, quoi il sert, et c'est assez paradoxal ce que je vais te dire, Priape pourrait être le pilote d'une pensée morale, pensée complètement morale. Il montre que c'est impossible d'être dans cet état tout le temps, que ça enlaidit le corps, que ça enlaidit les conduites sociales. Lorsqu'on traduit en vertu politique ce qui est dit de son corps, c'est-à-dire lorsqu'on fait ce que j'ai fait dans un certain nombre de mes textes, de regarder ce que devient la laideur dans la politique. Alors on voit que Priape, c'est très très mal. Et de la même manière que pour nous, quand un dictateur
ou quand l'extrême droite tient certains propos et qu'on dit que ce sont des propos obscènes, c'est-à-dire des propos qui quittent, qui débordent des limites. Un homme public, un avocat au prétoire, il ne faut pas qu'il dise n'importe quoi. Ou plutôt, comme on disait avant, il peut dire n'importe quoi, mais jamais n'importe comment. Il ne faut pas dépasser certaines limites. Et quelles sont les limites de la sexualité dans le monde grec, qui n'est pas un monde chrétien encore? Les limites, c'est la cité et la scène, par exemple. Quand tu es sur scène, peut être tout nu, peut être en érection, peut faire un tas de choses, Aristophane, Lysistrata, etc. Mais pas sur l'agora, pas dans la ville. On ne peut pas se promener en érection au boulevard Saint-Germain. Si c'est au théâtre, oui, parce que le théâtre est un lieu qui ordonne les choses. Tu as une scène, tu as un rideau, Alain parlait avant même, etc. Le rideau s'ouvre, le spectacle commence, la fille montre sa vulve, le garçon son sexe, puis après on ferme le rideau, on fait bravo, et puis on sort en ville où tout va bien. Mais dans la ville, quand tu sors après dans l'autobus ou dans le métro, quand il y a quelqu'un qui s'exhibe, il est en dehors du cadre. Alors, Priape, ce qui est très bizarre, c'est que d'une certaine manière, c'est comme s'il a servi aux anciens à réfléchir aux limites du cadre. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour être en dehors des limites de la bienséance. Puisque Priape, au fond, sa pathologie, c'est qu'il n'a pas de bienséance.
Non, en fait, il n'arrive pas seul. Il arrive, en effet, à la période hellénistique. On va aller vite, c'est la période d'Alexandre le Grand. C'est le moment où toutes les valeurs politiques de la cité, Athènes, Sparte, etc., ça éclate. C'est le début du monde moderne, Alexandre le Grand, parce que d'abord c'est l'international, il va en Inde, bientôt ce sera Rome, 2-3 siècles après, et les petites cités deviennent des mégapoles, avec plein de dieux qui arrivent d'Orient et ailleurs. Et si on regarde l'histoire de l'art, on voit en effet au 4e, au 3e, au 2e siècle arriver, y compris sur les scènes de théâtre, des caricatures. Alors, Priape, si on veut, on peut d'une part le mettre, ce qui a été beaucoup fait par les spécialistes, dans ce qu'on appelle le thiase, c'est-à-dire dans l'équipée de Dionysos, avec les satyres, les pans, etc. Mais d'autre part aussi, on peut le mettre à côté de toute une série de personnages laids et difformes, faits pour faire rire, qui sont des caricatures. En fait, le problème pour l'historien, quand tu fais une expo à la MEP, c'est où est-ce que je mets mon curseur pour organiser, comment est-ce qu'on va choisir les photos de Lydia, d'un autre, etc. Alain, quand tu fais un bouquin, il se dit jusqu'où je vais aller dans mon livre ou pas. Quand on étudie une figure ancienne, par exemple un dieu, un des problèmes, et la raison pour laquelle je crois ce livre, je ne l'ai jamais fait alors que tout est écrit, c'est de savoir comment je vais organiser mon matériau. Regardez, si je fais un livre où je raconte tout ça, le lecteur n'y suit plus. Il se perd. Alors quoi? C'est une caricature, c'est un truc sur un théâtre, c'est un dieu, c'est une figure morale, c'est un petit dieu qui nous aide à penser ce que sont les vertus politiques. Il y a des textes du IIe siècle, c'est-à-dire que là, le christianisme est déjà arrivé. Il y a déjà des mixtes entre le judaïsme et le christianisme, qu'on appelle le seul vrai judéo-christianisme. Il faut le savoir, je dis ça parce que tous les gens, là, dans les journaux, ils écrivent tous les jours il y a eu du judéo-christianisme entre le début du IIe siècle et disons le 7e, 8e siècle de l'ère chrétienne, avec vraiment des éléments juifs et chrétiens qui se mixaient. Après, ce qu'on appelle judéo-christianisme en général, c'est la morale chrétienne qui s'est appropriée en la transformant complètement une morale hébraïque. En fait, c'est une morale chrétienne, c'est pas une morale judéo-chrétienne. Mais je reviens au IIe siècle, il y a un gourou qui s'appelait Justin, qui c'est un gnostique. Les gnostiques, c'est des gens qui n'aiment pas le monde et qui expliquent d'une manière assez simple que Dieu a créé le monde, que le monde il est mauvais. Regardez, Ben Laden, etc. Les gens sont méchants, ils tuent, ils égorgent. Et donc, un vrai Dieu n'a pas pu inventer un monde si mauvais. C'est qu'il y a, au-dessus de Dieu, un principe supérieur qui est le bien suprême. Au fond, ce Dieu qui a inventé le monde, c'est une espèce de démiurge, c'est un mécano, c'est un Dieu qui nous a fabriqués, nous, les humains, mais il y a un principe supérieur qui est meilleur. Ça, c'est l'ensemble des gnostiques, ça fonctionne comme ça. Et il y a une église, on va l'appeler comme ça, ou une secte gnostique, qui a mis Priape à son sommet, comme bien suprême. Et les textes en question disent que Priape est supérieur à Jésus, supérieur à Elohim, il est supérieur à toutes les bons. Alors, quand vous avez ce petit Dieu des jardins, tout ce que j'ai raconté avant, et ce Priape comme principe supérieur d'une fécondité spirituelle et métaphysique, alors tu vois à quoi ça sert, comment ça fonctionne. C'est vrai qu'à ce moment-là, le bouquin devient aussi en partie une réflexion sur c'est quoi un Dieu.
Et on voit qu'au fond, les êtres humains, ils ont fabriqué des dieux comme ils ont fabriqué toutes sortes d'ustensiles, toutes sortes d'œuvres d'art, et qu'un dieu, à chaque époque, dans chaque contexte, on en fait autre chose, et qu'avec la même figure et le même nom, on peut faire beaucoup de choses différentes.